Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être dans le monde en 7 de ce samedi 2 novembre 2019. Nous allons évoquer sur le plateau 4 sujets. On va parler d'abord du Burkina, 5 ans de révolution inachevée. Ce sera une question. Nous évoquerons également la Côte d'Ivoire. Pourquoi l'État ivoirien s'oppose-t-il à la libération de Laurent Gbagbo? Et puis en seconde partie, on va parler du Togo. L'opposition, Monseigneur Koudjo, réussira-t-il à recoller les morceaux? Et la présidentielle prévue entre février et mars 2020. Autour du plateau pour évoquer ce sujet, maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, bonjour maître Sosa. Bonjour Samir, oui. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir toujours. Et en face de vous, de vos confrères, maître Sylvain Atomensan, également avocat au barreau du Togo. Bonjour maître Atomensan. Bonjour Samuel. Merci à vous aussi d'être avec nous. Merci. On commence avec le Burkina Faso. Les partisans de Blaise Compaoré voudraient voir l'ancien président revenir au pays parce que selon eux, eh bien, la vie était beaucoup plus rose du temps de Blaise Compaoré. Toutes ces nostalgiques Burkina Faso, eh bien, ils sont très nombreux aujourd'hui, 5 ans exactement après cette insurrection populaire qui a vu renverser le régime de l'ancien président Blaise Compaoré qui a dirigé le Burkina Faso d'une main de fer pendant 27 années. Maître Éric Emmanuel Sosa, vous comprenez aujourd'hui, 5 ans après, qu'on parle de nostalgique d'une ère Compaoré au Burkina Faso? Bon, alors il faudrait qu'on sache qui parle. Parce que la nostalgie, elle est éprouvée par des gens qui, à un moment donné, étaient aux affaires et qui ne le sont plus, alors frustrés d'être privés de certaines positions privilégiées, ils expriment une forme de désarroi. Mais ils ne parlent pas au nom du peuple burkinabé. Il faut toujours que l'on fasse attention parce qu'il ne s'agit pas que des gens s'érigent en porte-parole de la volonté populaire et qui pensent que ce qu'ils disent ou pensent correspond à ce que veut le peuple parce que c'est leur opinion à eux. Nostalgie de Blaise Compaoré, pardon quand même. J'aimerais qu'on fasse de véritables statistiques pour voir quel est le pourcentage de Burkinabé qui veut aujourd'hui revenir aux temps anciens, c'est-à-dire à l'ère de Blaise Compaoré. Je ne suis pas sûr qu'il constitue la majorité des Burkinabés. Alors, qu'il me soit permis de compter cette position comme étant un épiphénomène. Vous savez, parfois dans la vie politique, il y a des prurites comme ça qui arrivent, et puis bon, sur lesquels il faut que les gens débattent. On sait qu'il y aura bientôt encore des élections, et à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont besoin de faire campagne sur un thème. À défaut d'avoir de véritables programmes, de pouvoir incarner un changement réel, ils préfèrent faire appel à l'ordre ancien en disant qu'avant on rasait gratis et que il pleuvait mieux sous Blaise Compaoré. Maintenant, il ne pleut plus parce que Blaise Compaoré n'est plus là. Non, c'est un peu démagogique. Je pense que réduire l'espérance de ce peuple qui a été fortement combattu pour obtenir quelque chose qui a fait, à mon avis, école, mais pas encore suffisamment d'émule en Afrique, c'est-à-dire avoir changé de régime en conservant les mêmes hommes, parce que c'est ça le miracle burkinabé. C'est quasiment les mêmes qui sont encore aux affaires, mais ce n'est plus le même régime et ce n'est plus la même façon de penser. Il y a des changements majeurs qui ont été enregistrés, la façon de gouverner, et aussi, bon, on a l'impression que, il y a une meilleure respiration. Parce que, vous savez, la vie politique et la démocratie, c'est un peu comme le corps humain. Il faut inspirer, expirer. On inspire de l'air nouveau et on rejette. C'est un peu ça, ce qu'on appelle l'alternance, prosaïquement. Et au Burkina, ils ont vécu avec les mêmes personnels politiques une forme d'alternance qui a fait catharsis. Il faut quand même leur reconnaître cela. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas le seul mérite de la révolution burkinabé, avoir changé l'ancien pouvoir, y avoir mis des gens de l'ancien pouvoir qui se sont un peu redonné une nouvelle apparence,
Mais dans le fond, rien n'a véritablement changé selon beaucoup de Burkinabés. Vous savez, les peuples, souvent en Afrique, ont la mémoire courte. Ou alors, ils sont dans la nostalgie redondante. J'ai suivi aujourd'hui l'éditorial de Hunvi qui en appelle au retour de Yahi Boni, qu'on a voué Gémoni au Bénin. Au temps de Kadhafi, on criait la dictature à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on demande, on regrette la mort de Kadhafi. Il y a plusieurs autres exemples que vous verrez. Mais on ne peut pas aller à reculons dans la marche de l'histoire. Le peuple burkinabé a posé un acte majeur qui n'a pas fait tache d'huile dans la région, mais qui reste une certaine spécificité que d'autres peuples auraient voulu faire. Le seul bémol à cette révolution, parce qu'il y a eu d'autres révolutions en Tunisie, où on regrette au Ben Ali et tout ça, le seul bémol à cette révolution, c'est que c'est le même personnel politique qui a repris les choses en main. Et ce qui fait que les choses ne semblent pas marcher au Burkina, parce que c'est des gens qui ont été formantés dans le moule du régime Compaoré et qui n'ont pas réussi à faire cette transition psychologique et démocratique qui fait que on semble que les choses ne vont pas dans le sens où le peuple l'a voulu. Mais on ne fait pas la révolution, on ne change pas une société qui a eu des atavismes de plus de 30 ans en 5 ans. Parce que les Burkinabés ont vécu dans une situation de parti unique qui ne disait pas son nom. Il y avait du moins ce parti dominant, le parti de Compaoré, avec ses réflexes, avec ses comportements, avec également des gens qui ont voulu conserver le pouvoir à tout le coup, d'où le besoin de changer la constitution pour remettre la même personne en selle. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Il faut un travail. La Révolution française continue de se remettre en cause. Chaque fois, lorsqu'on prend la loi de 1905, qui est aujourd'hui, qui fait l'objet de tous les coups de boutoir et de toutes les interprétations, les extrapolations politiques, une révolution, ça laisse des nostalgiques, comme l'a dit mon confrère, mais ça laisse également des gens qui veulent avancer. Les gens qui veulent que ça change, je ne suis pas sûr que ce soit les gens de Compaoré. Ce sont des gens qui sont dessus de la révolution, qui voulaient autre chose, mais qui ont accepté de faire venir, de garder le même personnel pour ne pas voir le même système, mais qui veulent changer. L'insatisfaction ne vient pas forcément des gens qui voudraient que Compaoré revienne. Nous ne pouvons pas, dans une atmosphère de limitation de mandat, demander à quelqu'un qui a fait 30 ans au pouvoir de revenir. Non, il peut revenir dans son pays, si tant est qu'il bénéficie d'une amnistie ou un certain nombre de facilités pour revenir, mais pas pour reprendre le pouvoir ou pour influencer le pouvoir. Je ne pense pas que ce soit ça. Et comme il a dit, il faut savoir combien de gens veulent que Compaoré vienne. Et je ne pense pas que ce soit la majorité des Burkinabés. Parce que les Burkinabés ont voulu que Compaoré s'en aille. Ils ont mis les moyens pour qu'il s'en aille. Je ne pense pas qu'ils veulent très tôt qu'il revienne. Mais c'est le mode de fonctionnement, les injustices sociales qui n'ont pas forcément disparu, qu'il faut recréer pour permettre au peuple de respirer. Justement, est-ce que la nostalgie n'est pas là-bas? Parce qu'on se rappelle, il y a 5 ans, c'était corruption, pauvreté, manque de démocratie. C'est ces mots qui avaient mis les gens dans la rue. Et ces mots sont toujours là. Oui, mais Santo disait tout à l'heure qu'on ne change pas en 5 ans quelque chose qui a eu 30 ans pour s'enraciner. Mais là encore une fois, je pense qu'en mettant toujours un léger bémol, l'exemple burkinabé est unique parce que justement il y a le ferment sankariste. C'est-à-dire que nulle part en Afrique vous n'avez eu ce parcours-là. Vous voyez, déjà avant, celui qui a pris la place de Sankara était l'acolyte de Sankara. Vous voyez, et aujourd'hui, ça a été déjà une révolution sous Sankara. Et il y a eu une contre-révolution avec Blaise Compaoré. Et maintenant, comme il dit, la marche de l'histoire va de l'avant. On a une nouvelle révolution
sans Compaoré, sans Sankara, mais il y a le ferment sankariste qui continue toujours d'être le ciment de tout ça. C'est la raison pour laquelle, en ayant fait quand même table rase du régime Compaoré, il n'y a pas eu comment dire, on n'a pas dégénéré en bain de sang et en hostilité les uns pour les autres. La plupart qui sont partis en exil sont revenus, quasiment tous. Quasiment tous. On ne leur fait aucun procès, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chasse aux sorcières. Ceux qui doivent affronter la justice l'affrontent avec, je crois, beaucoup de civisme d'ailleurs, en acceptant de se soumettre à la rigueur de la loi et sur leur innocence et de débattre la culpabilité qu'on veut bien leur imputer. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis, d'accord avec Maître Ato Mensah, il y a au Burkina Faso quelque chose qui est intéressant à suivre, et je pense que le Burkina a encore beaucoup de leçons à nous donner, et il ne faut pas qu'on s'égare en disant qu'il faut liquider cette révolution parce qu'elle n'a pas tenu toutes ses promesses. Non, les promesses d'abord c'est quoi? Ce qui a mis les gens dans les rues, ce n'est pas la corruption, et ce n'est pas le mal de vivre. C'est d'abord et avant tout la volonté d'un homme de se prolonger au pouvoir. C'est cela d'abord que les gens ont combattu. Donc en fait, vous voyez, la démocratie, pardon de décevoir encore certains adeptes du président Chirac, c'est pas la sécurité et le pain. La démocratie, c'est autre chose, et les Burkinabés ont donné l'exemple en disant qu'ils voulaient autre chose. C'est-à-dire, on veut avancer dans le sens de l'histoire sans troisième mandat pour Blaise Compaoré. Et c'est ça qui a été d'abord la revendication principale qui a amené à la chute de Blaise Compaoré. Alors, aujourd'hui, qu'il reste des frustrations, que la demande sociale soit encore forte, on veut bien l'admettre. Mais ça, ce n'est pas encore maintenant qu'on va faire le bilan et dire qu'ils ont échoué parce que il n'y a pas plus de pain sur les tables, parce que la vie est chère. La vie est chère partout ailleurs où il n'y a pas eu révolution. Soyons sérieux. C'est des démagogues qui, à chaque fois, utilisent cela. Et vous voyez, à chaque fois, on a l'impression qu'en politique, il suffit d'attiser les frustrations et pour que on ait finalement une légitimité. Non, vous n'êtes pas plus légitime parce que vous êtes en train de pourfendre l'incapacité de ceux qui sont là à vous donner ou à donner à tout le monde ce qu'ils demandent. Parce que souvenez-vous toujours que vous y serez un jour, et quand vous y serez, c'est à cet homme-là qu'on vous jugera aussi. Alors il faut être quand même plus prudent. Moi, ça me rappelle ce que disait dans son livre Le Prince Machiavel, qui dit les peuples aiment assez changer de dirigeants. Mais quand on regarde, après, quand on fait le bilan, après s'être changé de dirigeant, dans le cas burkinabé, le Burkina d'aujourd'hui est méconnaissable. Je veux prendre pour exemple que le côté sécuritaire, d'où la nostalgie aussi. Non, oui. Je donne toujours cet exemple. On a dit qu'au temps de Kadhafi, il y avait la stabilité, les Libyens vivaient mieux. Ce n'est pas faux non plus. Ce n'est pas faux, mais ce n'était pas sain. Oui. La meilleure façon pour un homme, la meilleure chose, la richesse d'un homme, la liberté, la richesse d'un peuple, c'est la liberté. Mais on peut avoir le ventre plein, mais lorsqu'on n'est pas libre de parler, de s'exprimer, de se mouvoir, de faire un certain nombre de choses, il manque toujours quelque chose. C'est ça qui a manqué. Blaise Compaoré a fait près de 30 ans au pouvoir, il veut encore faire un autre mandat, le peuple a dit non. La fragilité de cette révolution, c'est qu'elle a reconduit les mêmes personnes dans le but de faire une transition. Parce que dans la plupart des révolutions qui ont réussi, c'est une révolution de palais, de prendre les mêmes personnes, le même personnel, pour créer ça a réussi au Cuba. Oui. Lorsque Fidel Castro est parti, son frère est venu, il a créé des conditions d'une transition et il s'est retiré. Le Cuba se porte mieux. Avant, on donnait l'exemple du Cuba comme un pays, un arrière-cour de la démocratie. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Le problème, c'est que les Burkinabés sont pressés. Je crois que lui, il est arrivé au pouvoir il y a à peine 3 ou 4 ans. Oui, donc, ils sont pressés et je l'ai dit, on ne refait pas, on ne crée pas le bonheur
d'un peuple qui a vécu dans le pays de liberté en 5 ans. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, les peuples ne sont jamais contents. Vous savez, au Togo, dans nos discussions, dans nos cours, dans nos jardins, nous regrettons l'époque Yadema. Nous regrettons que Yadema ne soit pas là. Au moins, il appelait les gens le maître de il leur donnait de l'argent. Les gens pensaient que c'était le bonheur. Pour ceux qui aujourd'hui ont faim ou n'ont pas ces facilités, ils le regrettent. Mais au moment où il était au pouvoir, on s'est déchaîné sur lui. On regrette. Les Béninois regrettent aujourd'hui de n'avoir pas voté pour Zissou ou d'avoir fait partie Yahi Boni pour mettre Patrice Talon. La citation de Machiavel vient à propos, mais dans le cas du Burkina Faso, je crois que les insatisfactions qu'on note ne sont pas réalistes. À partir du moment où le Burkina n'est pas un peuple riche, n'a pas de ressources importantes comme au Congo, comme au Gabon, comme en Guinée. Le Burkina vit de ses services, vit de son tourisme. Et c'est en cela que la question sécuritaire se pose. Maintenant, est-ce que la question de sécurité qui se pose dans le Sahel est un problème burkinabé? Uniquement burkinabé? Non, pas du tout. C'est un problème qui a des origines lointaines, liées à la décapitation. Quand on s'est par exemple débarrassé de Compaoré, qu'on a mis d'autres personnes à la place, on s'attend à ce que l'offre de services soit meilleure qu'à celui. Non, attention de dire qu'au temps de Compaoré, attention de dire et de faire croire qu'au temps de Compaoré, il y avait la sécurité. Attention de dire ça. Il n'y avait pas autant d'attentats. Autant de Compaoré, il y avait Kadhafi qui savait donner de l'argent, qui créait des conditions, un cordon de sécurité dans la zone sahélienne. Compaoré est parti en même temps que Kadhafi. Les mauvaises langues disent qu'il créait lui-même l'insécurité pour pouvoir en tirer profit. Et qu'on ne sait jamais que c'est lui qui est derrière toutes ces questions d'insécurité. Le coup d'État qui a eu lieu pendant la transition, on a suppité sa main derrière. Donc attention de faire croire que en faisant revenir Compaoré, on va créer la sécurité au Burkina Faso. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut que les gens se mettent en place pour trouver les meilleurs moyens d'avoir la sécurité au Burkina Faso. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso qui a des problèmes de sécurité. Il y en a au Mali, où les élections se déroulent de façon régulière, avec les standards, plus ou moins avec les standards internationaux. Il y a le Niger, où même le président de la République a déclaré publiquement qu'il ne se représentait pas pour un 3e mandat. Il y a le Tchad, où lui, il est au pouvoir depuis une 30aine d'années, il n'a pas envie de partir. Donc, ce n'est pas pour le régime qui crée la question d'insécurité. C'est une question qui a ses origines lointaines et dont les solutions se trouvent entre les mains de ceux qui ont déstabilisé l'Afrique ou de ceux qui créent des conditions de déstabilisation de l'Afrique pour mieux l'exploiter. Je passe à l'Occident et à tous les vautours qui arrivent sur notre continent et qui s'emparent de nos richesses minières. Oui, mais pardon quand même, parce que je suis tenté d'appuyer ce que Maître Atoumensah dit. C'est pas, on n'est pas là pour être dans la contradiction systématique. Quand il y a quelque chose qui est dit et qui force comment dire, l'adhésion de l'analyse, il faut le partager. Écoutez, exactement comme il l'a dit tout à l'heure, quand vous allez à l'état-major de l'armée burkinabé, c'est toujours les mêmes cadres qui étaient là avant, qui sont toujours là. Alors, comment se fait-il qu'avant, ils savaient assurer la sécurité, et depuis que Compaoré n'est plus là, alors qu'on leur donne davantage de moyens, parce qu'il y a des forces d'appui et des moyens considérables de la communauté internationale pour permettre à l'armée burkinabé de se perfectionner, ils deviennent moins compétents. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai non plus. Vous avez un RSP qu'on a démantelé. Ah non, mais le RSP protégeait un homme par le peuple burkinabé. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et c'est la raison pour laquelle... non, attendez, les cadres du renseignement qui étaient au RSP sont toujours là. C'est pas parce que M. Diendéré a fait un faux pas et qu'il est maintenant derrière les barreaux qu'on ne sait plus faire du renseignement au Burkina Faso. Faut arrêter ça. Faut enlever ça de la tête des gens. Je dis, attendez, l'armée burkinabé a été restructurée et je crois, elle a connu en son sein
une meilleure redistribution des cartes. Les compétences sont, à la limite, on va dire, mieux dirigées et elle est mieux organisée avec cette RSP qui n'est plus là. Elle a été démantelée, mais les gens du RSP, tous n'ont pas été évincés de l'armée. On en a récupéré qui sont de très bons cadres parce que c'est des techniciens de la sécurité. Donc là-dessus, il ne faut pas non plus qu'on mélange tout. Maître Atto l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce que Compaoré était là qu'il y avait la sécurité. C'est que les conditions sous-régionales étaient favorables à cette forme de sécurité, que tout le monde partageait. Kadhafi parti, toute la zone a été complètement déstabilisée, et y compris le Burkina Faso. Attendez, voyons voir un peu à côté, au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Le général Bouhari, qui, quand il est arrivé, a dit non mais attendez, avec moi vous allez voir. On a déplacé l'état-major qu'on a installé à Maïdougouri. Et pourtant, ça n'a pas réglé le problème. Et on parle d'un militaire qui est au pouvoir et qui connaît son armée comme personne. Ça n'a pas suffi. Donc, vous voyez, tous ceux qui tirent sur cette ficelle-là et jouent à ce jeu, ils sont totalement à côté de la plaque et je pense qu'il faut les maintenir à côté du jeu politique. Ils ont le droit à l'expression libre, mais pas à l'intoxication des consciences et de la population. Non. Non, mais attention de faire croire au peuple africain que la solution au problème sécuritaire en Afrique réside dans les mains des dictateurs que les peuples ont rejetés. Il faut faire extrêmement attention. Compaoré a été médiateur dans les conflits, dans la crise togolaise. A pu obtenir des résultats probants. Nous sommes pratiquement dans la même situation d'affrontement, de crise sociopolitique à répétition. Attention de faire croire aux gens qu'il faut que Compaoré revienne au pouvoir au bénéfice des prochaines élections. Parce que si sa constitution le lui permet, il peut revenir. Attention de faire croire à ça. Je crois que la situation va s'empirer. Son temps est terminé. Maintenant, il faut qu'on mette en place des structures régionales de sécurité pour appuyer le Burkina Faso. Pas seulement le Burkina, il y a le Mali, il y a encore eu une attaque d'un camp militaire hier, le Niger, le Tchad qui font l'objet de ces attaques djihadistes. Il a parlé du Nigeria tout à l'heure, ça c'est tout un pan. Donc le problème, ce n'est pas c'est Compaoré. Et il a dit, c'est d'ailleurs les militaires, les forces de sécurité qui ont facilité la révolution. Sinon, ça n'aurait pas pu avoir lieu. C'est parce que les gens sont aperçus à un moment donné qu'ils allaient dans le mur. Quand on prend le Niger, lorsque l'autre, Tandja a voulu changer la constitution, le peuple s'est réveillé. On a fait un coup d'État, c'est les militaires qui l'ont remplacé. Ceux qui l'ont soutenu, comme son ancien ministre de la Justice, qui est ambassadeur de la CEDEAO ici, ont été mis au Niouf à un moment donné avant de le libérer. Lorsque les forces de sécurité estiment que la démocratie est en péril, ou la stabilité politique est en péril, elles réagissent, mais elles ne veulent pas faire revenir. Ça veut dire que demain, on va nous dire que il faut faire revenir Tandja. Parce qu'avec Tandja, il n'y avait pas de problème de sécurité au Niger. Non, ce discours-là, il faut le laisser tomber. Et nul n'est indispensable. Nul n'est vraiment indispensable. Si les structures sont mises en place, et il a dit tout à l'heure, on a même donné les moyens à l'armée burkinabé et aux armées, parce qu'il y a le groupe des 5 du Sahel, du G5 Sahel, qui travaillent sur les questions sécuritaires et qu'on leur donne les moyens. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres groupes, d'autres milices qui travaillent pour les multinationales, les gens qui vont piller nos ressources. Ça, c'est autre chose. Et c'est là l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, les trafics d'armes qui se font au profit des djihadistes ou des insurgés, les armes viennent d'où? Qui fabrique les armes? Est-ce qu'un pays africain fabrique les armes? Les armes viennent d'ailleurs. Ce sont ces questions-là qu'il faut régler en amont avant de créer le problème du pauvre président du Burkina Faso qui est arrivé depuis 4 ans et qui est venu rencontrer des problèmes que Compaoré a laissés. Et n'oubliez pas qu'à son temps, Compaoré avait la possibilité de voiler les problèmes sous-jacents par la propagande.
et les atteintes à la liberté d'expression. C'est lorsqu'il est parti qu'on a dû voir un certain nombre de choses. C'est la même chose en Gambie. Lorsque l'autre est parti, on a découvert un certain nombre de choses. Donc un chef d'État a fait son temps. Et surtout lorsqu'il est parti par une révolution, il faut plus rêver le ramener. Ça veut dire que dans 5 ans, on va nous dire que la Gambie se porte mal, il faut aller chercher à jamais. Non. En même temps, avec tout ça, est-ce que les révolutions sont les meilleures manières de faire de l'alternance? Parce que quand on fait le bilan après 3 ans, 5 ans, 7 ans après, je regarde la Tunisie, l'Égypte, tous ces pays qui ont fait des révolutions, c'est jamais la satisfaction après. Écoutez, vous savez, dans l'histoire du monde tel qu'il évolue, les révolutions interviennent toujours comme une maladie. D'accord ? La Révolution française a été de très courte durée dans son expression au quotidien. Mais les acquis de la Révolution sont aujourd'hui chéris par une grande partie du monde parce que cette Révolution a été une semaille de quelque chose qui était inespéré. Voyez ? Donc, oui, les révolutions sont utiles. Ce sont des maladies utiles. C'est-à-dire qu'en fait, quand le corps social devient obèse de ses habitudes, de ses privilèges et des silences du plus grand nombre, qui est soumis parce qu'il n'a pas les moyens de s'exprimer, parce qu'il n'a pas les moyens de faire valoir son opinion, on dit il y a stabilité. C'est pour ça que la révolution, quand elle intervient comme une anomalie. Or, dans l'histoire du monde, à chaque fois, il a fallu qu'il y ait une révolution. Ça fonctionne exactement comme le corps humain. Et quand vous êtes secoué par une bonne grippe, c'est là où on vérifie si vous avez votre système immunitaire qui fonctionne bien, si votre métabolisme est bien à jour de toutes sortes de choses, etc. Et forcément, les anticorps, à un moment donné, sont vaincus. Les anticorps du système qui fait que un régime est là et s'installe et veut sa durée. Quand ces anticorps lâchent, la révolution prend le dessus. Mais elle ne prend pas le dessus. Je vous donne un exemple. La révolution bolchevique. Quelle était la revendication des bolcheviks? C'était l'égalité pour tous. C'était éviter que une famille, c'est-à-dire la famille du tsar, ait toujours tous les privilèges et que eux soient condamnés à chaque fois, quand il neige, à bouffer de la neige et rien dans les assiettes. Et ça a donné quelque chose qui a duré 70 ans. Pendant ces 70 ans, l'Union soviétique a été une école de dirigisme et de gouvernance qui a montré à la fois sa force et ses limites. Il y a des nostalgiques de l'Union soviétique aujourd'hui, en Russie et dans les pays... en Ukraine et tout ça. Oui, dans les pays balkans. Il y a des nostalgiques de l'URSS. Bon, pour autant, faut-il leur donner raison et revenir à l'URSS? Non, je pense que beaucoup de gens ne voudraient plus jamais en entendre parler, et c'est une bonne chose. Donc, il y a eu une révolution en silence, une révolution sans armes qui a été menée par Gorbatchev, à l'intérieur même du système. Prenez la Chine maoïste, c'était également une révolution. Ouais. Il a fallu que quelque chose change pour qu'on puisse s'asseoir et penser à demain autrement. Donc, les révolutions sont utiles. Il ne faut pas qu'on nous dise le contraire. Elles sont très utiles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a révolution? Vous savez, quand il n'y a plus de respiration, c'est comme le corps humain. À un moment donné, quand il suffoque, et qu'on le maintient en apnée. Prenez un être humain, mettez-lui la tête sous l'eau. À un moment donné, il se maintient en apnée et quand il n'en peut plus, ça explose. Et ce n'est que grâce à cette explosion qu'il revient à la vie. Et cette explosion-là, elle est créée par quoi? Par l'immobilisme des forces qui veulent absolument se maintenir. Et ce sont les forces de la conservation contre les forces du progrès. La conservation, elle ne vise qu'une chose, sa propre survie. Et les forces du progrès poussent jusqu'à ce que les digues cèdent.
Et ça, on n'aime pas les révolutions, parce que quand elles arrivent, il y a des privilèges qui tombent. C'était la même chose en France, sous la Révolution française. Elle n'a pas duré elle n'a pas duré beaucoup de temps. Elle a à peine duré 10 ans, à peine, tout confondu. Et puis, est arrivé l'Empire, avec tout ce que l'on sait. Mais l'Empire, en tout et pour tout, quoi, 15 ans. Le Code civil et le Code pénal, le baccalauréat, le Conseil d'État, tout ça, ce sont des acquis de l'Empire, pas même de la Révolution. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de durer 20 ans, 70 ans pour imprégner vraiment les esprits. Le Code civil, 200 ans après, continue toujours de faire école. Et nous autres praticiens africains, nous sommes les heureux bénéficiaires de ce travail-là qui a été fait. Et vous voyez, la paix sociale a été finalement gagnée grâce à l'organisation de la vie des gens. Le Code civil, ailleurs, on l'appelle le droit des gens. Vous voyez ? C'est-à-dire que je ne dois pas empiéter sur la liberté de mon voisin, etc. Ça a permis de former civiquement les esprits. Et si vous ne faites pas comme il se doit, la justice va vous remettre dans le droit chemin. Voilà un peu ce que c'est. Mais moi, je voudrais ajouter, peut-être on en a plus loin, pour dire les révolutions que vous avez citées tout à l'heure ont eu leurs bénéfices, comme le dit M. Sosa, mais elles n'ont pas donné les résultats escomptés parce qu'elles n'ont pas été portées seulement par le peuple. Le peuple s'est rabattu sur des corps étrangers qui avaient d'autres intérêts que le pouvoir en place ne protégeait plus suffisamment, ou alors dont s'écartait, ou alors l'agissement de pouvoir en place faisait honte à subir, qu'ils ont dû porter la main forte à ces gens de révolution. Quand vous prenez la révolution, le printemps arabe en Tunisie, ce n'est pas seulement les Tunisiens qui ont porté cette révolution. Il y a eu les Tunisiens de l'extérieur, les pouvoirs politiques européens, notamment la France, qui ont soutenu un certain nombre de choses. La révolution a failli avoir lieu au Maroc, mais le Maroc s'est rapidement ouvert à l'Occident. Les sociétés françaises sont nombreuses maintenant en France et au Maroc. La révolution burkinabé, c'est également la même situation. Il y a eu d'autres corps endogènes qui sont venus soutenir. Mais la seule différence, que c'est le peuple a laissé la révolution entre les mains des tenants de l'ancien régime. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé en face de leaders nouveaux qui pouvaient porter la révolution burkinabé. Ils n'avaient qu'en présence d'eux les gens qui ont trahi la cause de Compaoré, qui se sont désolidarisés de Compaoré et qui ont récupéré la révolution. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, le peuple peut parfois se dire, mais est-ce que on n'est pas allé à un marché de dupes? Est-ce que c'est ce que je voulais? Quand vous prenez l'Égypte, quand on a fait la révolution, les islamistes se sont emparés du mouvement. Et ils ont commencé par se retourner contre le peuple. On luttait contre la dictature de Moubarak, mais on va se retrouver devant des islamistes qui vont nous couper les bras lorsqu'on aura volé, qui vont empêcher nos femmes de faire un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on a dû encore soutenir une autre révolution pour chasser les islamistes. C'est que les corps, les porteurs de ces révolutions n'avaient pas en face des vrais leaders pour les porter et porter leur message. Donc, ils ont dû céder le leadership à d'autres corps venus de l'extérieur qui n'ont pas rempli forcément les besoins de la population. Est-ce que dans le cas burkinabé, par exemple, il faut considérer que 5 ans après, on est toujours dans la révolution? Parce que je pose la question en prenant en compte ce que vous avez dit de la France. On a vu tout ce que la révolution a fait naître aujourd'hui, et tout ce que vous avez donné comme exemple. Au Burkina, peut-on dire qu'on est toujours dans la révolution? Mais oui, on est toujours dans la révolution. Parce que, vous savez, écoutez, si vous pensez que en démolissant intégralement, on peut ériger quelque chose de nouveau, sorti de nulle part,
Là, vous vous trompez sur à la fois les objectifs et les causes d'une révolution. L'objectif d'une révolution n'est pas nécessairement de voir des têtes tomber et de voir d'abord une partie de la population complètement reniée en faisant des renégats autour de soi, en disant maintenant il y a de nouveaux maîtres. Alors vous, parce que vous avez échoué, on vous relève aux oubliettes et au cachot. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous savez, même quand ça change, il faut encore savoir construire un vivre ensemble. Et ça, c'est le secret de la révolution burkinabé. Mais tout à l'heure, Maître Atoumessan citait un certain nombre de facteurs. Mais le dénominateur commun de toutes ces révolutions en Afrique depuis quelque temps, c'est quand même l'armée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça a basculé lorsque l'armée a dit « maintenant ça suffit, on ne va pas toujours faire remplir le mauvais rôle en étant uniquement là pour assurer la répression pour que vous puissiez dormir tranquille. » Ce que ces gens-là disent, ça nous concerne aussi. Nous avons des cousins, des tantes, des enfants même qui sont dans les écoles mal entretenus, qui ne peuvent pas aller se soigner correctement dans vos hôpitaux, et vous êtes en train de dire que nous devons toujours cautionner cela en leur demandant de se taire et en leur tapant dessus. En Tunisie, il a suffi que le général Benamar dise « Ah non, il n'est plus décent que nous assurions la sécurité de M. Ben Ali » et en allant lui signifier que l'armée n'est plus capable d'assurer sa sécurité. Et c'était fini. Il avait 2 heures pour quitter, ou bien ils allaient le laisser prendre par la foule. Blaise Compaoré, exactement le même scénario. Vous voyez, comme quoi, voyez, quand on parle du peuple, on a toujours fait en sorte que le peuple soit opposé à l'armée. Ça, c'est une façon qu'on a toujours eue de gérer, en quelque sorte, les crises. Mais l'armée a un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est d'abord de protéger la nation. Et quand il arrive que, en sa conscience, elle décide qu'il faut qu'elle soit du côté de la nation, à chaque fois, il y a révolution parce que le régime tombe. Il est tenu par un pilier. Quand le pilier cède, il tombe. On va passer au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Nous allons évoquer donc la situation de Laurent Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire a déposé une demande auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, pour s'opposer à la libération sans condition de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté en première instance mais en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure. La République de Côte d'Ivoire sollicite l'autorisation de la Chambre d'appel de pouvoir présenter des observations écrites sur la requête de Laurent Gbagbo à la remise en liberté sans condition de celui-ci, écrivent les avocats Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Bunois, qui demandent à la Cour de rejeter la requête déposée. Finalement, Maître Atoumessan, la situation dans laquelle se trouve actuellement Laurent Gbagbo, qui, ce n'est pas un grand mot que j'utilise, mais écœure beaucoup de panafricains, ça arrange plus l'État ivoirien qui souhaite qu'il soit maintenu en l'État. Je voudrais d'abord faire un peu de pédagogie sur le fonctionnement de la CPI. Les États ne sont pas partis au procès à la CPI. Les États collaborent, coopèrent, parce que la CPI est une juridiction de complémentarité. Lorsque l'État ne remplit pas les conditions, on n'a pas les moyens de juger son concitoyen ou de juger quelqu'un, l'État participe à son renvoi devant la CPI. Mais l'État collabore à la justice pénale internationale en mettant, par exemple, les témoins, les victimes à la disposition de la Cour. Mais l'État n'intervient pas dans le procès en tant que partie. Alors, si quelqu'un devait s'opposer à la mise en liberté de Gbagbo, c'est plutôt les parties civiles qui sont partis au procès et qui, aujourd'hui, les statuts de Rome permettent aux victimes d'être parties, d'être entendues. On les écoute. Et d'ailleurs, la CPI désigne des avocats pour les assister et les briefer dans le truc. Donc, je crois que c'est déjà une démarche plutôt politicienne de l'État ivoirien dans cette démarche. Et vous voyez la curiosité de la démarche avec tous les avocats ivoiriens qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on a au Togo, Maître Sosa, qu'on a au Bénin,
qu'on a au Burkina Faso. Il faut aller chercher des avocats colons pour porter la requête de la Côte d'Ivoire. Et on se dit panafricaniste. Moi, déjà, le fait d'aller choisir ces avocats, Rognon Maître, ça vient du barreau de Paris, il connaît ces avocats, moi, je fréquente. Ce sont des politiciens. Mignard a été pendant longtemps ami de Hollande. Mais comment peut-on aller chercher des avocats français pour porter une requête qui, même en primant, est irrecevable, ne peut même pas être acceptée? Ça voudrait dire que la ficelle est tirée d'ailleurs et vient d'ailleurs. Maintenant, quand vous dites que ça dérange, oui, ça doit déranger. Même si Gbagbo, je suis de ceux qui pensent que Gbagbo aussi n'a pas besoin de rentrer en Côte d'Ivoire pour faire de la politique. Mais c'est un citoyen ivoirien peut retourner, parce que je l'ai dit quand il a été libéré, qu'il faut le laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il faut que lui-même prenne sur lui de dire la politique, ça ne m'intéresse plus. Je vais soutenir mon parti politique, mais on va désigner quelqu'un pour porter le message du FPI. Ça va l'honorer. Mais en dehors de ça, Gbagbo est libre de rentrer. Donc, juste pour la démarche. Maintenant, pour la procédure, le procureur peut s'opposer à ce que l'on puisse laisser Gbagbo en liberté. Le procureur a fait appel de la décision parce qu'elle considère, Bensouda considère que les arguments qu'a utilisé la chambre de jugement ne sont pas convaincants et ne répondent pas aux souffrances des Ivoiriens qui sont partie civile à ce procès. Et c'est dans l'ordre naturel des choses, dans l'ordre normal des choses, que l'on puisse faire appel. Maintenant que l'État ivoirien vienne dire, parce qu'on a annoncé encore la candidature de Ouattara pour 2020, vient dire qu'il ne faut pas laisser Gbagbo venir en Côte d'Ivoire, je crois que c'est gros. Pour moi, c'est vraiment gros. C'est gros pour vous, mon cher Sylvain. Pour moi, c'est grossier. Vous l'avez fustigé à juste raison. Vous voyez, ça choque la conscience d'un panafricain, de quelque niveau qu'il soit, de voir que au XXIe siècle, déjà bien avancé, nos États s'affirment incapables de trouver en leur sein des citoyens en capacité de les défendre et qu'ils ont besoin d'aller chercher des mercenaires de prétoire qu'ils ne le prennent pas mal, mais c'est comme ça qu'il convient de les appeler, pour aller porter la cause de la Côte d'Ivoire devant un forum judiciaire international comme la CPI. Ça fait honte. Moi, ça me fait honte, honnêtement. Mais contrairement à ce que tu penses, Sylvain, je ne pense pas que ce soit eux des panafricains. Parce qu'ils ne feraient pas ça s'ils avaient la fibre panafricaine, ils ne feraient pas ça. Ils se disent panafricains, mon cher confrère. Panafricains de salon et de conférence, mais panafricains de conviction, non. Parce que, vous voyez, c'est les mêmes qui ont dit, quand on a demandé que Madame Gbagbo soit renvoyée à la CPI, non, maintenant l'État ivoirien est capable de juger Madame Gbagbo, donc on ne va plus envoyer un seul Ivoirien. C'était, hein, on ne va plus envoyer un seul Ivoirien. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Parce qu'ils se disent la CPI pourrait réclamer d'autres dans leur camp. Et la CPI, si elle faisait bien son travail, si le procureur travaillait de façon totalement impartiale, aurait dû aussi déjà nous désigner quelques coupables potentiels dans le camp de M. Ouattara. Ce qu'elle n'a pas fait, et pour éviter qu'on le fasse, on a dit non, maintenant nous sommes capables de juger les nôtres, pour s'assurer qu'on ne soit aucun dans le camp de M. Ouattara. Et on nous dit que c'était une guerre civile, mais qui a été... Enfin, dans la guerre civile, c'est seulement un camp qui a tué, les autres n'ont jamais tué personne. Ils sont innocents. Et maintenant, on nous dit, l'État vient exprimer une doléance pour qu'on n'accorde pas la liberté à M. Gbagbo. Bon, avant de questionner les nouvelles ambitions politiques de M. Gbagbo, question de principe. Voilà quelqu'un
qui, même si le procès est en continuation devant la cour d'appel, bénéficie toujours de la présomption d'innocence. A d'abord été mis hors de cause, c'est-à-dire blanchi par la juridiction en première instance. Mais on vous dit quand même, non, il faut absolument le priver de liberté, parce que s'il est libre, il devient dangereux. À quoi? En quoi représente-t-il un danger aujourd'hui, en dehors d'un danger possiblement politique? S'il est là, la règle du jeu va changer, les cartes vont être distribuées autrement, donc on ne peut plus s'assurer la victoire quasi garantie de M. Ouattara. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour le maintenir en dehors des frontières de Côte d'Ivoire. C'est abject. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Je pense que, vous savez, on se connaît assez. La langue de bois est restée une langue étrangère pour moi. C'est abject. Ce qu'on est en train de faire à M. Gbagbo est une honte, et que tous les autres chefs d'État africains regardent la chose de façon tout à fait indifférente, en disant bon ben c'est une affaire ivoirienne, on ne va pas s'en mêler. Que les mêmes regardent, mais bon, ça, pardon de faire quand même ce raccourci, mais c'est pas de l'amalgame. Regarde avec la même couardise Alpha Condé en train de faire ce qu'il est en train de faire contre l'espoir des Africains et contre l'espérance démocratique. Je dis, il y a un problème, il faut vraiment qu'on le règle, les yeux dans les yeux, en disant à ceux qui nous représentent, franchement, vous nous faites honte. On va continuer de parler de ce sujet, mais on va marquer la première pause, on regarde le journal et puis on est de retour dans une dizaine de minutes.